quand Emmanuel Macron, apparemment, il va annoncer des référendums, il veut faire des référendums. Alors oui, quand on n'a plus rien à faire, on fait du sociétal et des référendums. Sur la fin de vie, sur des sujets comme ça. D'accord, très bien. Le sociétal, la fin de vie, ça mange pas de pain. Le 7 février 2025, Luc Ferry était l'invité de l'émission L'invité sur la chaîne TV5 Monde. Une intervention courte, mais loin d'être anodine. Philosophe, ancien ministre et figure majeure du débat intellectuel français, Luc Ferry s'est exprimé avec son style habituel. Direct, structuré et assumé. Reçu dans ce format reconnu pour donner la parole à des personnalités influentes, il est revenu sur plusieurs thèmes essentiels de notre époque, notamment la crise du sens dans les sociétés modernes, le rôle de la philosophie face aux bouleversements politiques et culturels, ainsi que la responsabilité des élites intellectuelles dans le débat public. Tout au long de l'entretien, il a insisté sur l'importance de la raison, du dialogue et de la pensée critique dans un monde de plus en plus polarisé. Comme souvent avec Luc Ferry, ses propos n'ont pas laissé indifférent. Certains ont salué la clarté et la lucidité de son analyse, tandis que d'autres ont critiqué des positions jugées trop tranchées. Qu'on partage ou non son point de vue. Un grand sommet sur l'intelligence artificielle organisé en France par Emmanuel Macron. Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, philosophe et mon invité, il publie Intelligence artificielle, IA, grand remplacement ou complémentarité aux éditions de l'Observatoire. On va en dire un mot, mais d'abord un édito dans le Figaro. Luc Ferry, vous dites qu'on n'échappera pas à un changement de régime en France. Oui, je pense, oui, je pense que, parce que si vous voulez, la Ve République, elle était faite pour une vie politique où il y avait deux blocs, il y avait la droite et la gauche, alors avec des associations diverses, mais c'était la droite et la gauche. Donc le scrutin majoritaire nous protégeait des errements de la proportionnelle 4e République. Voilà. C'est plus le cas aujourd'hui, puisque vous voyez bien qu'on est en pleine 4e République, si je puis dire, au Parlement. Il n'y a pas de majorité absolue, donc aucune réforme courageuse n'est plus possible, et chacun tire les draps de son côté. Il y a 6 courants politiques en France. Il y a ce qui reste des gaullistes, ce qui reste du Parti socialiste, il y a l'extrême droite, l'extrême gauche, les écolos et le centre. Oui. Donc c'est à peu près équivalent. Donc on est là dans l'absence de majorité aussi bien au Parlement qu'à l'Élysée, parce que, disons les choses franchement, Emmanuel Macron est aujourd'hui rejeté par 80% des Français. Il devrait par exemple démissionner, ça serait ça non, le ça c'est autre chose. Ça, je pense que ça n'apporterait rien. Je pense qu'il faut qu'on ait un système, pour moi le modèle allemand est bien meilleur, qui oblige à construire des majorités de telle sorte qu'on puisse faire quelque chose. Pendant 4 mandats, Mme Merkel a eu une majorité, elle représentait 67-70% des Allemands. Macron ne représente même pas 20% des Français. Oui. Donc c'est pas jouable. Dans ce cas, vous pouvez rien faire. Mais là, il y a une cohabitation, on pourrait dire, d'une certaine façon. Non, parce que d'abord, dans cette cohabitation, on parle de bloc central, mais ils peuvent pas s'encadrer. Les LR et les socialistes ne peuvent pas se voir, et même à l'intérieur du centre, vous avez Gabriel Attal, vous avez Horizon d'Édouard Philippe, vous avez Bayrou, probablement les 3 seront candidats à la présidence. Donc tout ça n'a aucun sens. Donc on est dans un système où il y a de majorité nulle part, ni au Parlement, ni à l'Élysée. Donc on va avoir pendant 2 ans un immobilisme complet, les entreprises sont à l'arrêt, le chômage remonte, les faillites d'entreprises sont en train, c'est une traînée de poudre, c'est ce qui se passe, on est en plein déclin, oui, voilà. Oui. Et c'est une évidence, donc il faut qu'on retrouve un système qui permette de construire de vraies majorités, de telle sorte que la politique puisse retrouver la capacité à réformer le pays, oui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais quand Emmanuel Macron, apparemment, il va annoncer des référendums, il veut faire des référendums. Alors oui, quand on n'a plus rien à faire, on fait du sociétal et des référendums. Sur la fin de vie, sur des sujets comme ça. D'accord, très bien. Le sociétal, la fin de vie, ça mange pas de pain. Voilà. En plus, 90% des Français qui connaissent pas la loi Leonetti pensent qu'il faut la changer, ce qui, à mon avis, est une erreur. Mais peu importe, ça. Mais ça pas de référendum sur l'immigration, par exemple. Ça, mais il faut que. Ah oui, ça. Non, mais référendum sur l'immigration. La droite veut ça. Mais vous croyez vraiment qu'on a besoin de savoir la réponse? On la connaît déjà. 80% des Français sont pour qu'on limite l'immigration, qu'on renvoie les OQTF chez eux, etc. C'est de la blague, tout ça. C'est de la com. On est dans la com, on n'est pas dans l'action. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il faut écouter les Français alors? Et comment on peut les écouter? Non, il faut construire des majorités à l'Assemblée, des majorités absolues à l'Assemblée qui soient sérieuses. Et donc, le système allemand l'oblige, le système français l'interdit. Voilà, je suis obligé de vous dire ça. Et même, moi, je préférais le système suisse à la limite parce que on a un président de la République qui est élu au suffrage universel
universelle, les habits sont trop grands pour lui. Ça allait du temps du général de Gaulle. Mais là, on a un président de la République qui a un pouvoir, mais exorbitant sur des milliers de gens, des dominations, voilà. Tout ça n'a aucun sens aujourd'hui. On a mis un gamin à l'Élysée il y a 7 ans, mais moi j'ai dit, la première chose que je l'ai dit, on va le payer cher. Vous voyez à quel point on le paye cher aujourd'hui. La dissolution est absurde. Voilà. Et donc on met à l'Élysée avec un pouvoir exorbitant des gens qui sont, par rapport à De Gaulle, des nains de jardin. Il faut dire les choses. Oui, pardon, mais enfin, c'est pas pas la langue de bois, mais c'est la vérité. C'est le gaulliste que vous êtes, revendiqué, qui le dit, ça. Mais évidemment, j'ai toujours été gaulliste, j'ai toujours défendu le scrutin majoritaire, j'ai toujours défendu la Ve République, mais là, elle est morte. Voilà. Et il faut qu'on construise des majorités et qu'on ait à l'Élysée quelqu'un qui soit élu par le Parlement comme en Allemagne et qui soit quelqu'un. De toute façon, ce sera quelqu'un entre guillemets un président normal, comme avait dit Hollande. Et donc les habits du général de Gaulle sont trop grands pour les personnes qui veulent nous guider, nous diriger aujourd'hui. Oui. Et ils le savent bien. Il suffit d'être honnête. Moi, j'ai des amis. J'aime beaucoup Xavier Bertrand, j'aime beaucoup David Lisnard. J'ai des amis comme ça dans la tradition gaulliste. Bon, mais eux-mêmes savent très bien qu'ils ne sont pas le général de Gaulle. Oui, mais ils ambitionnent peut-être pour l'Élysée, David Lisnard. Oui, mais il ferait mieux d'ambitionner pour la France que pour l'Élysée. Oui, mais alors, lorsque vous publiez ce livre, on va en parler, il y a grand remplacement aux complémentarités sur l'intelligence artificielle. On aurait presque envie de se réjouir, Luc Ferry. Enfin, là, il y a un grand sommet sur l'intelligence artificielle. Vous qui dites dans ce livre, à la conclusion, qu'on a pris du retard, que l'Europe ne s'est pas saisie du sujet. Donc, en fait, vous devriez être content, là, il y a un sommet. Non, mais écoutez, tous mes amis qui travaillent sur l'intelligence artificielle, moi je suis dans des groupes de chercheurs, je travaille d'abord sur le plan scientifique pour essayer de comprendre ce que c'est que les tokens, les paramètres, les codes sources, etc. Ce que c'est que Transformer, comment ça fonctionne, parce que c'est pas du jus de crâne, qu'il nous faut, c'est comprendre comment ça fonctionne. Prenez la question de l'emploi, qui est la question la plus importante. Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui a inventé ChatGPT, a déclaré il y a peu de temps qu'on verrait apparaître dans la décennie qui vient des licornes, donc des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars, sans aucun salarié humain. Tous seraient remplacés par des IA. Goldman Sachs a fait une étude il y a peu disant que 300 millions d'emplois seraient supprimés. J'ai donné à traduire à 50 pages de mon livre pour un ami de Danine Cohn-Bendit qui est allemand et qui parle pas le français. ChatGPT a mis 6 minutes pour traduire les 50 pages. J'ai été traducteur professionnel d'allemand pendant 30 ans. J'ai pas une virgule à changer. Voilà. Donc, on va avoir un impact sur le monde du travail qui sera absolument colossal. Je regarde ce matin le site de l'Élysée. Il y a 5 thèmes de discussion dans les journées de février sur l'IA en France. 80 pays seront représentés. Et je regarde les 5 thèmes, mais je regarde par exemple sur l'emploi. Le mot chômage n'est pas employé. Le mot emploi n'est employé qu'une seule fois. Et je vais vous dire... il faudra, je vous cite la phrase exacte, il faudra mobiliser les outils de l'IA pour lutter contre les discriminations dans l'accès à l'emploi. C'est la seule problématique de cette page sur l'emploi. C'est dingue. C'est à côté de la plaque. Je n'ai jamais rien lu de plus bête depuis que je regarde les tracts ou les textes ou les articles en politique. Voilà, j'ai regardé les autres, mais c'est consternant de bêtises, pardon de vous le dire. Et lui a déclaré il y a très peu de temps qu'ils allaient mettre 56 millions d'euros, millions pas milliards. Oui. Sur l'IA. C'est quoi? C'est rien. Mais c'est rien. C'est autant dire qu'on fait rien. Voilà. Oui. Et donc, j'ai lu avec mes consternations et mes amis qui travaillent là-dessus, qui sont des chercheurs chez OpenAI, chez Google ou ailleurs, sont pareils. Ils me disent, mais on n'a jamais rien vu d'aussi bête que ces quelques pages consacrées par l'Élysée au sommet de l'IA. C'est que de la régulation, c'est l'intérêt général, c'est l'IA confiance. Par exemple, il y a tout un passage sur la gouvernement mondial de l'IA. Mais on se fout du monde. Imaginez qu'en Occident, et j'en parle évidemment dans mon livre, on fasse ce qu'a demandé un moratoire célèbre, qu'on arrête 6 mois dans l'innovation sur l'IA pour réguler. Et en effet, il y a des problèmes de régulation qui sont très sérieux, notamment les deepfakes par exemple. Et les jumeaux numériques, c'est très sérieux. Puis la manipulation que peut faire l'IA dans les élections, il y a des sujets sérieux. Mais imaginez qu'on s'arrête, nous, occidentaux, pour des raisons morales, mais Daesh est très bon en IA. Poutine est très bon en IA, la Chine est excellentissime en IA, elle est en train même de concurrencer les États-Unis, mais ils n'ont pas le même agenda qu'eux. On parle de communauté internationale, mais il n'y a pas de communauté internationale.
Donc la première chose à faire si on veut réguler, et c'est même pas dedans, il n'y a même pas un mot là-dessus dans le truc de l'Élysée, ce serait d'interdire absolument les deepfakes et en tout cas de les signaler obligatoirement. Je peux mettre la tête d'une gamine de 3e sur un film X, balancer le tout, la deepfake, la fausse vidéo sur les réseaux sociaux et foutre sa vie en l'air, la conduire au suicide. Je peux faire croire que vous trompez votre femme ou votre mari, que vous avez mis votre argent en Suisse, je peux briser une famille. Et il n'y a pas un mot là-dessus. Oui. Non mais ces gens sont fous, pardon, excusez-moi, mais c'est pas seulement qu'en Europe on est en retard, c'est qu'on est complètement à côté de la plaque, il faut se réveiller, donc mon livre je l'ai écrit pour ça. Donc là vous dites au fond c'est la révolution de demain, vous parlez de l'imprimerie, vous dites voilà il y a eu cette révolution mais là c'est encore plus grand. Ça, c'est 1000 fois plus impactant. Je veux pas être pessimiste, il y a des très bonnes nouvelles. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé, j'ai enseigné sur le thème biologie et philosophie à Jussieu, à la fac de sciences de Paris. Je suis passionné par la biologie, notamment la biologie du cancer. Et donc, dans le domaine du cancer, l'IA va sauver des millions de vies. Il n'y a pas d'immunothérapie sans IA, il n'y a pas de thérapie ciblée personnalisée sans IA, il n'y a pas de séquençage du génome d'une cellule cancéreuse sans IA. Et donc, ça va, il y a des secteurs magnifiques où ça va apporter des choses extraordinaires. Voilà. Mais en revanche, il y a aussi des préoccupations majeures dans le domaine de l'emploi. Si Sam Altman a raison et qu'on va voir apparaître des licornes sans aucun salarié humain, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là ? Eux, qu'est-ce qu'ils font, les patrons de la tech californienne ? C'est dingue. Ils sont tous pour le RUB, le revenu universel de base. Sam Altman vient de financer une étude pendant 2 ans. Il a financé lui-même, il a payé pendant 2 ans des chômeurs américains pauvres $2000 par mois pour rester chez eux, pour pas chercher de travail, pour voir ce que donnait. Catastrophe absolue. Antidépresseurs, suicide, alcoolisme, problèmes de santé, divorce. Et donc catastrophe. Donc moi je plaide pour un service civique pour les adultes. Il y a 1000 choses à faire utiles et qu'ils soient payés pour ça, que ce soit vraiment les travaux d'utilité publique, voilà. Mais évidemment pas le RUB par exemple. Donc vous voyez, ça ces débats-là, ça devrait être au cœur de la problématique de l'Élysée. Au fond, on n'a pas compris ce qu'était vraiment l'intelligence artificielle. Dans ce livre, vous posez les grandes questions. Oui. Est-ce qu'une machine peut avoir une conscience ? Est-ce que elle peut remplacer un artiste ou un journaliste ou autre chose ? Est-ce que au fond, elle va remplacer notre société ? Oui, le grand remplacement est en marche. Un grand remplacement, voilà, vous employez ce terme. Oui, bien sûr. Et il va falloir organiser la complémentarité. Par exemple, dans l'école, voilà, on peut avoir des usages de l'intelligence artificielle à l'école qui peuvent être très intéressants. Je donne souvent un exemple parce que je l'ai testé moi-même avec des enfants, des petits, mettons à l'école primaire, des enfants de 8-9 ans. Vous leur montrez une carte postale et vous demandez de décrire ce qu'ils voient à l'IA qui va créer une image, une IA générative comme DALL-E ou Midjourney qui va créer une image. Et généralement, l'image ne correspond pas à celle qu'a créée l'IA, correspond pas à l'image originelle. Pourquoi ? Parce que le gamin s'exprime mal, il n'a pas employé les bons mots. Voilà, il a dit c'est un arbre alors que c'est un sapin, il a dit c'est un cheval alors que c'est un élan ou que sais-je, peu importe. Il a dit c'est un rat alors que c'est une marmotte, peu importe. Mais du coup, vous l'obligez à décrire vraiment bien, à utiliser les bons mots, à parler bien, à parler les bonnes phrases pour que l'image qui sorte de l'IA soit correcte, soit bonne. Voilà, c'est juste un exercice parmi 1000 autres que je pourrais indiquer de complémentarité entre l'IA et l'humain. Voilà. Mais pour l'instant, on ferme les yeux, on met la tête dans le sable, on se réveille pas. Oui, mais au fond, est-ce que l'IA pourrait avoir des émotions ? Non. Est-ce qu'au fond, on a besoin d'émotions aussi pour construire, pour c'est vivre. La vraie différence. Et l'IA aussi peut, et vous le dites d'ailleurs dans ce livre, peut se tromper, mais à l'image des erreurs humaines, c'est-à-dire à l'image des programmateurs. Les erreurs humaines. Alors, j'ai ce débat avec mes amis scientifiques, un débat qui est très vif. Eux pensent, parce qu'ils sont matérialistes, qu'on arrivera un jour à ce qu'on appelle l'IA forte, c'est-à-dire une post-humanité, c'est-à-dire des machines qui auront la conscience de soi et des émotions, donc des affects, comme dans le film Her, on imagine que ça pourrait se passer. Voilà. Pourquoi ils pensent ça ? Parce qu'ils sont matérialistes sur le plan philosophique. Donc ils me disent toujours, mais qu'est-ce que tu crois que t'es d'autre qu'une machine ? Voilà. Tes connexions neurales, c'est de l'électricité et de la viande, donc c'est de la matière, c'est du physique. Bon. Et donc, en fait, ce qu'ils oublient, à mes yeux, mais c'est un débat que j'ouvre dans le livre, enfin, je donne les arguments toujours des uns et des autres dans le livre, mais moi, je leur dis que la différence entre l'humain et l'IA, ChatGPT est des millions de fois plus cultivé que moi. Je suis pas totalement inculte, mais il est des millions de fois, parce qu'il a toutes les bibliothèques du monde dans la tête, par exemple. Bon. Il a des milliards de données, d'œuvres d'art, etc. dans la tête. Bon. Et en plus des algorithmes
pour utiliser ses connaissances. Mais la seule chose qui lui manque par rapport à nous, c'est le choix des valeurs. Il est aligné, c'est le mot technique, toutes ces IA génératives sont alignées sur des codes éthiques, donc sur des visions du monde moral, mais qui leur sont données par les programmateurs. Par exemple, ces IA californiennes, elles sont démocrates californiennes, elles sont wokistes. Elles restent humaines quelque part. Elles imitent l'humain parfaitement. Oui. Elles imitent l'humain parfaitement. Mais vous pourriez faire des IA nazies ou staliniennes, libérales, communistes, kantiennes, platoniciennes, spinozistes, ce que vous voulez. Ça, ce sont les programmateurs qui leur donnent les valeurs. Tandis que vous ou moi, on choisit nos valeurs. Oui. Donc vous demandez à ChatGPT, est-ce qu'il faut voter à droite ou à gauche? Il dit, ça dépend de vos valeurs. Si vous aimez l'égalité, votez plutôt à gauche. Si vous aimez la liberté, votez plutôt à droite, ou des banalités comme ça. Mais lui-même ne peut pas choisir. Si vous lui demandez, est-ce que vous préférez Schubert ou Bach ou Boulez, il peut pas vous répondre. Il dit, ça dépend de vos valeurs. Donc l'IA va pas nous révéler des vérités absolues. Et y compris d'ailleurs devenir quelque part un danger aussi, de dire voilà, il y a quelque chose dans l'IA qui serait scientifique, qui devrait nous dire comment il faut penser, comment il faut agir, et on devrait obéir. Non, c'est pas ça. Elle va vous dire la vérité sur beaucoup de choses, parce qu'elle fait beaucoup moins d'erreurs qu'au début. Mais je vais vous donner un exemple qui est, je crois, très clair et très simple. L'IA peut vous dire à coup sûr que fumer, ça donne le cancer. Est-ce qu'elle peut vous dire pour autant qu'il faut arrêter de fumer ou pas? Elle peut pas, parce que ça dépend de vos valeurs. Vous pouvez très bien préférer une vie courte et bonne et vous dire je m'en fous de mourir du cancer, ça m'est égal, je vais pas passer ma vie à m'embêter, je veux boire et fumer, mais l'IA vous dira pas que c'est mal ou bien, elle vous dira si vous faites ça, vous aurez le cancer, ça c'est sûr. Voilà, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir le cancer si vous mélangez l'alcool et le tabac, c'est certain. Mais elle ne peut pas vous dire, ça dépend de votre vision du monde, de vos valeurs, de vos choix de vie, est-ce qu'il faut arrêter ou pas? Oui. Vous voyez? Donc c'est ça la différence entre l'IA et l'humain. Mais quand vous dites post-humanité, je pourrais dire aussi supra-humanité. Oui. Est-ce qu'au fond, l'IA va nous rendre immortels? Vous posez la question dans le bouquin. Oh, c'est pas moi qui la pose. Le titre du dernier livre de mon ami Laurent Alexandre, c'est ChatGPT va nous rendre immortels. Voilà. Oui. Alors, il y a deux moyens d'aller vers... Alors, nous, en France, on rigole parce qu'on pense, Américains... Non, eux, ils sont totalement sérieux là-dessus, les patrons de la tech aux États-Unis. Ils visent l'immortalité. Alors, il y a deux moyens d'y arriver. Il y a Sam Altman, par exemple, a déclaré que quand il allait mourir, il voulait que son intelligence, son identité soit téléchargée dans la noosphère de l'IA, c'est-à-dire dans la toile de l'IA, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens-là? Ils pensent, c'est ça l'idée que développe notamment Laurent Alexandre ou Sam Altman ou Guillaume Verdon, par exemple, qui est un des patrons de cette affaire aux États-Unis, qui est un Canadien, mais un physicien canadien. Voilà ce qu'il dit, c'est qu'on peut fabriquer des jumeaux numériques de n'importe qui, on peut fabriquer un double de vous-même qui sera parfait et qui, lui, pourra être téléchargé dans la noosphère de l'IA, c'est-à-dire, si vous voulez, l'équivalent un peu de la toile d'Internet. Bon, mais ce serait une toile uniquement de l'IA. Et c'est un peu comme chez Spinoza. Spinoza, il a une phrase dans l'éthique... Vous citez beaucoup Spinoza. Oui, parce que je l'aime pas du tout, mais il a une phrase qui est très parlante. Il dit, voilà, nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. On va mourir, ça c'est sûr, le corps va mourir. Mais ce que je pense Spinoza, c'est que malgré tout, notre identité, ce qu'il appelle un degré de puissance, elle fait partie de l'entendement divin. Ben, c'est exactement cette idée-là que développent les patrons de la tech. Ils pensent que, au fond, notre identité, quand Sam Altman dit on téléchargera mon cerveau dans la noosphère, notre identité, alors on va mourir, ça c'est sûr, mais notre identité personnelle, si on la télécharge dans un jumeau numérique, elle pourra s'inscrire dans, non pas l'entendement divin, mais c'est l'équivalent, dans la noosphère de l'IA. Non mais ça, on est dans des... Non mais là, on est en plein délire. Voilà. En plein délire. On imagine que nos propres souvenirs vont être rangés quelque part éternellement. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui fabriquent déjà des jumeaux numériques en interviewant les gens. Par exemple, on vous interviewe, on va vous demander de raconter tout ce que vous savez de votre histoire, de vous-même. On va aller voir vos amis, vos parents, vos frères et sœurs pour demander ce qu'ils pensent de vous, ce qu'ils peuvent dire de vous. On va fabriquer un jumeau numérique qui, dans une visioconférence, sera parfait. On ne pourra pas le distinguer de vous dans une visio. Hein? Et après, ce jumeau numérique pourra continuer
à vivre éternellement, enfin à vivre, Oui. à exister, je sais pas comment dire. Voilà. Mais ils y croient vraiment, c'est pas une blague. Et c'est tout à fait sérieux. Encore une fois, Sam Altman n'est pas un con, c'est pas un clown. Voilà. Il croit sérieusement qu'on pourra télécharger son identité totale dans la noosphère de l'IA. Non, mais c'est complètement. Et c'est ça qui vise. Oui. Oui, c'est ça qui c'est vise. dingue. Mais alors, pour finir sur une note encore plus dingue, vous parlez de Frankenstein dans le bouquin. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est vrai que est-ce que cette machine va pas se retourner contre les hommes? Si elle Parce devient- qu'à un moment donné, Oui. c'est Frankenstein qui va se retourner contre son créateur. Si elle devient une IA forte, mais moi j'y crois pas du tout, puisque je crois que la différence restera, in fine, c'est la question du libre arbitre. Hein. Mais en revanche, elle est déjà, encore une fois, des millions de fois plus cultivée que moi, et même à bien des égards plus intelligente. Par exemple, il y a eu des compétitions entre des professeurs d'université en mathématiques à un très très haut niveau aux États-Unis. Elle est au même niveau où elle les pulvérise. Les médecins sont pulvérisés aujourd'hui. Je sais que quand je dis ça, tous les médecins qui m'écoutent, il y en a qui vont aller. Lisez le livre du professeur Bibot, qui est cancérologue à Pompidou, et lui-même, il sait de quoi il parle, il dit que son métier est déjà en très grande partie. En tout cas, en diagnostic, c'est complètement carbonisé. Voilà. Et donc, parce que c'est pas par miracle, c'est que l'IA a une base de données et des algorithmes qui sont bien supérieurs à notre cerveau. Mais, voilà. mais vous disiez Donc, oui, il va y avoir du dégât, oui. Mais non, mais vous disiez tout à l'heure, vous parliez du président de la République en disant c'est un nain, le lobby est trop grand. On dirait un jour, on va être dirigé par une intelligence artificielle à l'Élysée. Non, parce qu'elle a pas de valeur. Non, elle a pas de peut valeur. nous dire ce qu'il vaut mieux faire ou pas faire. Non, parce qu'elle n'a pas de valeur, je vous le redis. Elle n'a les valeurs que celles des programmateurs. Voyez. Et donc oui, c'est vrai aujourd'hui, on est tous par rapport à Louis XIV ou à De Gaulle ou à Churchill ou à Clémenceau, on est tous des petits êtres aujourd'hui. On est des êtres normaux, voilà. Bon. Et donc c'est vrai que la Ve République, elle était faite pour un génie comme De Gaulle. Voilà. Même Mitterrand. Moi, j'aimais pas Mitterrand. Je suis pas de gauche, mais peu importe. C'était voilà. Ça a rien à voir avec Olivier Faure. Voilà. C'est pas. Il faut adapter le système politique, encore une fois, à l'état de normalité. Des politiques d'aujourd'hui. C'est pas les insulter que de dire ça. C'est la vérité, simplement. Cette intervention sur TV5 Monde rappelle que Luc Ferry demeure une voix influente du paysage intellectuel francophone et qu'il continue de poser des questions fondamentales que beaucoup préfèrent éviter.